Non, moi je vais m'arrêter là-dessus. La suite des choses, Frédéric va vous parler. Frédéric est généticien au CDPQ depuis 8 ans. Son axe premier est à l'épargne, des activités dans le mouton, si je ne me trompe pas, à l'occasion, et depuis quelques années, le ministère a également sollicité à l'occasion pour des avis spécifiques dans le bovin boucher. Donc, on est en train de l'influencer dans la génétique bovine. À toi la parole. Merci. Mon axe premier, ça a été le bovin. Quand j'ai fini mon bac à l'Université Laval, j'avais été intéressé de faire une maîtrise en génétique quantitative, mais en production bovine. Mais il n'y avait pas de projet en production bovine. Ça m'avait amené finalement à faire un bac en production porcine, une maîtrise exclusivement en production porcine. On va dire que le temps fait bien les choses, puis finalement je me retrouve à refaire des choses en production bovine. Mais la beauté de la génétique, c'est que ça s'applique un petit peu à toutes les espèces. La théorie, que ce soit en production porcine, que ce soit en production ovine, que ce soit en bovine, ça reste la même théorie. Ça fait que moi, mon objectif de ma présentation aujourd'hui, c'est de présenter l'indice de sélection économique lisé. C'est pas facile pour moi d'être ici aujourd'hui parce que moi, mon indice grippal est très élevé. Si je vous ai pas serré la main, c'est normal. Si je vous ai serré la main, posez-vous des questions. Comme Roger l'a dit, on a une entente que je fais une présentation sur l'ISE aujourd'hui. Une entente, un contrat, parce que il y a un aspect monétaire à tout ça. Que je ne suis pas ici libre-chef. Puis de la façon que je vais faire la présentation, je fais quand même un bon détour théorique, parce que je pense que ça amène bien l'indice de sélection, puis en couvrant. En faisant ce grand détour-là, je pense qu'il y a différents concepts que je peux vous expliquer qui, après ça, s'appliquent très bien à l'ISE, puis ça va être plus facile, après ça, je pense, de comprendre l'indice de sélection. Ça fait que je pars de la sélection phénotypique aux indices de sélection. Je vais passer plus de temps sur les valeurs génétiques, puis sur l'indice de sélection économique, comment ça fonctionne. Après ça, plus sur l'ISE au PATBQ, puis une petite brève conclusion. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, malgré que je suis filmé, moi j'aimerais savoir les questions pendant la présentation. C'est un peu plus interactif, je pense que ça peut être plus plaisant pour vous autres aussi. Ça va me donner une chance, des fois, c'est ça, j'ai eu la difficulté à préparer la présentation, c'est que si vous posez des questions, des fois ça peut aider, des fois les autres aussi à comprendre certaines notions, si des fois je manque ou j'explique mal certaines portions. Donc s'il vous plaît, gênez-vous pas d'interagir, je trouve ça beaucoup plus plaisant quand on a des questions en cours de route. Donc, la sélection phénotypique aux indices de sélection économique, je n'ai pas le crédit, c'est une présentation qui a été faite par le Dr. Bullock, qui vient de l'Université du Kentucky, mais qui a fait cette présentation-là à l'Université du Nebraska. Puis la façon qu'il amenait les choses, je trouvais ça très intéressant, c'est qu'il l'a fait de façon chronologique. Il a parlé de l'apparence, les généalogiques, mesures de performance, indices sur performance, valeurs génétiques, puis indices de sélection économique. Fait que, avec le temps, si on part de très très loin, on sait qu'on peut sélectionner des animaux seulement sur la base de l'apparence, la morphologie de l'animal, puis ça fonctionne très bien. Puis on réussit que ce soit la notion de race, on réussit à faire un certain progrès génétique, surtout si on parle à des caractères morphologiques, c'est des caractères qui sont très héritables. Fait que ça va très très bien répondre, juste en choisissant les bons animaux. Puis on fait ça depuis des milliers d'années. Qu'est-ce qu'on fait depuis quand même un très bon bout de temps? C'est les livres généalogiques, le suivi du pédigré des animaux. On parle de la fin des années 1800, plus spécifiquement, la Société canadienne d'enregistrement des animaux a été créée en 1905. Fait que là, on a créé vraiment des définitions de race. Si je prends l'exemple du porc, un Yorkshire, mais ça a les oreilles droites. Un Landrace, mais ça a les oreilles couchées. Puis tu peux pas avoir un Landrace qui a les oreilles droites, puis tu peux pas avoir un Yorkshire qui a les oreilles qui tombent. Je pense que c'est la même chose pour toutes les races, toutes les espèces, toutes les productions.
C'est un animal qui est noir, mais ça fait partie d'une race. Je vais essayer de répondre à la question. Puis, le fait de faire des livres généalogiques, ce que ça permettait, c'était d'avoir certaines connaissances aussi sur l'animal, c'est qui ses parents, c'est qui ses grands-parents, puis d'avoir un certain contrôle au niveau de la diversité ou de la variabilité génétique. Ça date déjà quand même d'assez longtemps, quand on parle début des années 1900. Fait que avec le temps, si on continue à avancer, un des problèmes qu'on a, c'est que les caractères qu'on veut améliorer en sélection génétique, souvent, ce n'est pas des caractères qui sont qualitatifs. Ce pas des caractères qui sont simples, qui se transmettent de façon mendélienne, c'est-à-dire que tu observes l'animal puis tu vois tout de suite si oui ou non il est porteur du gène, comme supposons les cornes, la couleur du pelage, ces choses-là. Souvent, les caractères sont quantitatifs, c'est plusieurs gènes qui expliquent la valeur de performance. Il y a une combinaison génétique et environnement, multigénique, puis on parle de valeur continue, puis il faut être capable de mesurer les performances. Avec le temps, c'est le genre de choses qu'on a su développer avec aussi le développement des technologies, être capable de prendre des performances sur les animaux. Puis si on va une coche plus loin, on va parler de notion de indice sur performance ou de ratio. Je trouve ça intéressant ce point-là. Quand tu as mesuré les performances sur un animal, pourquoi pas faire tous les animaux? Puis tu fais tous les animaux, ben pourquoi pas exprimer la performance de l'animal par rapport à la moyenne du groupe? Fait que tu peux prendre la performance de l'animal, le diviser par la moyenne du groupe, le multiplier par 100, ça va te faire un très bon indice. Puis tu vas savoir si l'animal performe 10% de plus ou 10% de moins ou 20% de moins par rapport à la moyenne du groupe. Ça peut être exprimé aussi des fois en écart de performance, ça peut être simplement une soustraction de la performance par rapport à la moyenne du groupe. Puis quand on y pense, c'est exactement ce qu'on a fait pendant plusieurs années, ce qu'on va faire encore avec l'évaluation de taureaux en station. L'évaluation de taureaux en station, si on prend le cas de l'indice d'œil de l'ange, si on prend le cas de l'indice gain, excusez-moi, puis de l'indice poids par jour d'âge, mais on exprime la performance du taureau par rapport à son groupe contemporain dans la station. Souvent, c'est intra-race. Ça fait que dans une station, on peut avoir différents groupes. Ça fait que l'indice qu'on a, même la valeur globale, dans le fond, qui combine plusieurs caractères, mais s'exprime en relation ou en différence ou par rapport à la moyenne du groupe. Après ça, si on veut aller un petit peu plus loin, si on veut faire mieux, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut ajouter l'information sur la généalogie, le pédigré des animaux. Vous comprenez que si on évalue un taureau, sa performance du poids de naissance par rapport à la moyenne de son groupe quand il est né, versus si on regardait un taureau, puis il avait donné, si le taureau il a donné 10 veaux, il a donné 100 veaux, supposons 10 veaux dans 10 élevages différents. Puis on calcule la performance on connaît la performance de tous ces veaux-là dans les différents élevages. On peut obtenir un potentiel génétique beaucoup plus précis du taureau de par les performances sur les descendants. Ça fait qu'on continue à saisir les performances, mais là on se sert du pédigree, de la généalogie. On connaît le lien de généalogie ou de parenté entre les animaux. Puis on se sert de cette information-là pour préciser ou pour estimer une valeur génétique. Fait que ça, c'est de la théorie qui date du milieu des années 1950. C'est là qu'on parle de modèle animal de Bloch. C'est là que la notion aussi de P est égale à G plus A entre en ligne de compte. Puis on gagne beaucoup plus de précision à estimer le potentiel génétique des animaux. Ici, c'est juste une petite photo qui avait été utilisée. Souvent, c'est des modèles mathématiques qui semblent être complexes, dans le fond, quand on parle du Bloch, pour estimer le potentiel génétique des animaux. Mais dans le fond, c'est quand même assez simple comme théorie, parce que qu'est-ce qu'on veut faire, qui est expliqué par l'exemple ici, c'est que supposons que vous avez 3 taureaux différents, on regarde le gain post-sevrage. Ici, la ligne, la barre, dans le fond, exprime la performance du taureau. C'est-à-dire que le taureau C, c'est celui qui aurait le mieux performé. Mais notre modèle animal, notre bloc, ce qui nous permet d'estimer, lui, c'est
quoi la contribution de l'environnement qui explique la performance, c'est quoi la contribution de la génétique qui explique la performance. Fait que dans ce cas-ci, le taureau C, il y a eu une bonne contribution du milieu pour expliquer la performance, puis une petite contribution de la génétique. On a le taureau A puis le taureau B qui, eux, ont le même niveau de performance. On a un taureau A qui avait une très bonne contribution de la génétique, une petite contribution du milieu. Puis le taureau B, où il y avait une contribution moyenne de la génétique, une contribution moyenne du milieu. La question qu'on pose, qui n'est pas toujours évidente à répondre, c'est qu'on demande c'est lequel de ces taureaux-là qu'on devrait sélectionner. Puis la réponse, c'est le taureau A, parce que c'est lui qui a la plus grande contribution de la génétique qui explique sa performance. L'important, c'est la hauteur de la contribution de la génétique. Puis c'est ce que le modèle animal, le bloc, l'estimation des valeurs génétiques nous permet de faire. Puis de comparer tous les milieux entre eux. Puis c'est des valeurs génétiques qui sont toujours remis à jour à chaque évaluation génétique parce qu'on ajoute de l'information. Tu avais la résiduelle aussi, ça représente quoi l'évaluation d'un taureau? 1%, 1 millième, 1 centime, En pourcentage, c'est une très bonne question. Souvent, le résiduel, on le met dans l'environnement. Puis je dirais, c'est lorsqu'on embarque dans les notions d'héritabilité qu'on pourrait mettre tout dans l'environnement résiduel, la portion qui n'est pas génétique. Fait que ça dépend d'un caractère à l'autre. Si on prend un caractère qui est très héritable, comme supposons l'épaisseur de gras, l'épaisseur de muscle, on va tomber à des héritabilités qui vont souvent tourner autour de 50%. Fait que 50% peut être attribuable au résiduel et à l'environnement. Si on tombe dans des caractères tels que en production bovine qui sont beaucoup moins irritables, ça peut être quoi? Ça peut être facilité de vêlage. Facilité de vêlage, supposons même poids de naissance, probablement c'est des caractères qui sont. Parce que le poids de naissance peut être influencé par le temps de gestation puis d'autres caractères, ça fait qu'on va tomber probablement des irritabilités plus autour de 20% plus faibles. Fait que 80% peut être attribuable à l'environnement puis au résiduel. Fait que valeur génétique, on se retrouve au PATBQ avec, comme Roger a mentionné, 12 caractères génétiques. Puis vous avez la liste ici des 12 caractères, ça fait que c'est poids de naissance, facilité de vêlage, direct maternel, gain sevrage, gain poste, gain 1 an, attitude laitière, surface d'œil de longe, épaisseur de gras, persillage, circonférence frontale, puis hauteur longe. Tout de suite, je peux peut-être vous préparer à l'indice de sélection, c'est que c'est quoi la prochaine notion qu'on va vouloir intégrer avec le temps, mais c'est la notion de dire, OK, c'est beau, on a plusieurs EPD, mais comment je sélectionne mon taureau un coup que j'ai toute cette information-là? Parce qu'on en a quand même beaucoup d'informations. Mais juste avant ça, je vais parler un peu plus de valeur génétique parce que ça a sa pertinence. On va après ça encore une fois expliquer comment fonctionne l'indice de sélection économique. Vous avez déjà vu cette notion-là, je vais peut-être passer un petit peu plus rapidement. Posez-moi des questions si des fois il y a des choses que vous voulez que j'éclaircisse un petit peu. ABC, c'est Across Breed Comparison. EPD, écart prévu chez la descendance. C'est toujours des valeurs qu'on estime. Lorsqu'on voit un 4.9, supposons pour le poids de naissance, c'est la différence qu'on s'attend à observer chez les descendants. L'unité poids de naissance, c'est on mesure le poids en kilogrammes, mais c'est exprimé en kilogrammes la valeur génétique, que ce soit le PD ou l'ABC. Il y a toujours une moyenne de la population qui est de 0. S'il y a une moyenne de population de 0, bien, c'est sûr qu'il faut définir c'est quoi la moyenne. Ça fait que dans le cas des EPD et des ABC, mais c'est des sujets nés au cours des 5 dernières années. Deux concepts intéressants. EPD versus ABC, je pense que vous connaissez la différence. ABC, c'est un EPD interrace. Quand je parlais avec Roger, moi j'aime mieux dire le contraire, parce qu'on voyait dans ce sens-là. Ça fait que la relation est très très proche entre les deux. C'est pas une règle de 3, mais dans le fond, il y a simplement toujours un écart entre les deux qui est respecté là, pour expliquer un EPD ou un ABC. Un EPD, c'est la moyenne de 0, ben, c'est pour les sujets de la race. Je pense que la logique, c'est qu'on devrait fonctionner normalement juste avec des ABC, ce serait beaucoup plus simple.
Ça, je suis capable de concevoir que, supposons que tu es un producteur de Charolais, puis tu veux savoir ton poids de naissance, ton taureau, mais il est améliorateur ou pas, mais c'est fun d'avoir une référence avec tous les taureaux Charolais par rapport à l'EPD. Si tu travailles juste avec l'ABC, mais c'est sûr que toutes les autres races sont confondues. Puis j'imagine aussi que tu es un producteur de Highland, puis tu travailles avec des gains post-sevrage, puis tu es dans le moins 40, dans le moins 20 tout le temps, ça ne doit pas être plaisant. Ça doit être le fun d'avoir des valeurs des fois qui sont positives pour ce genre de caractère. Ça permet de faire un certain travail, surtout en sélection génétique, là, à l'intérieur de la race. Fait que ça permet de comparer seulement les sujets à l'intérieur de la race, puis il n'y a aucune comparaison. Faites toujours attention de PD. Tu ne peux pas prendre un EPD, un sujet de Charolais, et aller le comparer avec un Angus ou une autre race. La même notion va s'appliquer pour l'indice de sélection économique. Valeur génétique ou même indice, que ce soit un indice où la moyenne est 100, le centile, la moyenne c'est 50, le PD, l'ABC, comme je viens de mentionner, la moyenne est 0. Est 0 pour qui, est 50 pour qui, est 100 pour qui, mais tu as toujours une population de référence. Mais le PD, l'ABC, mais la population de référence est mobile. C'est les animaux qui sont nés au cours des 5 dernières années. Pour l'indice de sélection économique sur des centiles, ça va être les animaux qui sont mobiles aussi, c'est des animaux évalués au cours des 3 dernières années. Qu'est-ce que ça veut dire mobile? Ça veut dire qu'à chaque évaluation génétique, on ajoute des nouveaux sujets. Puis ça aurait pu être à chaque évaluation génétique, mais ça peut être aussi juste une fois par année. On va enlever les sujets les plus vieux. Parce que chaque façon de faire, ça a ses avantages et ses désavantages. Fait que ça, c'est la notion de mobile. Faire attention avec l'ICI évalué au cours des 3 dernières années, c'est l'information qu'on a actuellement de la façon qui va être publiée. Il y a peut-être des modifications qui peuvent être faites à ce niveau-là. Je ne serais pas surpris qu'on évalue aussi, voir que l'ISE, les centiles, soient sur les animaux nés au cours des 5 dernières années pour suivre les ABC. Mais ça va être à déterminer au mois de janvier. Ça, Roger, j'imagine, va venir informer là-dessus. Fixe un exemple d'indice un exemple d'indice, ça peut être de valeur génétique aussi, qui est sur base fixe. C'est l'indice économique du bio-dollar, de bio, de Beef Improvement Opportunities. Eux l'expriment en dollars. Puis eux, la valeur de référence, c'est les animaux qui sont nés de 1998, de 95 à 98. Puis tous les taureaux qui sont nés dans cette période-là, on leur a attribué, pour la moyenne de ces taureaux-là, une valeur de 2000. Un autre bel exemple, je pense, de référence fixe, c'est dans le cas de la production laitière, l'IPV, l'indice de profit à vie. Mais tout le monde entend, si vous êtes familier un petit peu, on sait que les nouveaux taureaux qu'on a actuellement en production laitière sont autrement supérieurs à, supposons, Starbucks. Quand on regarde les valeurs génétiques, c'est assez évident, mais c'est parce qu'ils ont utilisé une base fixe. Tu es vraiment capable de voir la valeur génétique de Starbucks qui ne bouge pas dans le temps. C'est simplement les nouveaux taureaux qui apparaissent, qui ont des valeurs génétiques qui sont supérieures. C'est simplement une façon de fonctionner ou d'exprimer les valeurs génétiques. Quand tu disais la moyenne mobile sur les derniers 5 ans pour les ABC et les EPD, tu disais à chaque évaluation, on ajoute des nouveaux sujets et on enlève les plus vieux. Dans le fond, c'est ça qui fait que quand on a, par exemple, un troupeau de Charolais, on continue en Charolais, puis que tu as des vieux animaux de, mettons, 12-13 ans, ben, leurs EPD sont plus négatifs, mettons, que les nouveaux animaux. C'est ça qui est ça peut quasiment être un désavantage, parce que des fois, les éleveurs peuvent percevoir que c'est comme si le potentiel génétique du taureau diminue dans le temps. Ouais. Mais c'est pas que son potentiel génétique diminue dans le temps et que son évaluation génétique change. C'est juste qu'on le compare à des nouveaux animaux qui sont introduits, qui sont améliorateurs. Sauf que l'avantage que ça a de travailler avec des bases mobiles, c'est que supposons que tu te dis, ben moi je veux toujours avoir un taureau qui est plus 10 au niveau du gain post-sevrage, mais tu es capable de garder toujours cette règle-là en application année après année. Tu n'es pas supposé, comme dans la production laitière, le désavantage, et que tu te dis, ben là, moi je veux un taureau à tel niveau. Puis au bout de 2-3 ans, il faut que tu augmentes ton niveau parce qu'il y a eu de l'amélioration génétique. Puis au bout de 2-3 ans, il faut que tu augmentes encore ton niveau. Ça fait que chaque façon de faire a ses avantages et ses désavantages.
Je vais vous faire travailler 4 secondes. Je pense que j'ai le droit de faire ça, c'est moi qui fais la présentation. Fait que vous avez une liste de 4 taureaux. Il y en a 2 listes, dans le fond, il y en a une autre après. Vous avez le taureau A, le taureau B, le taureau C, le taureau D. Vous allez rencontrer un producteur commercial demain matin. Vous devez lui conseiller un de ces 4 taureaux-là. Vous avez les valeurs génétiques des différents caractères. Fait que, écrivez ça sur un bout d'un papier ou peut-être juste vite dans votre tête, c'est lequel de ces taureaux-là que serait votre suggestion pour ce producteur-là. Ça fait que je vous ai déjà simplifié la tâche. Il y avait 12 caractères au PATVQ, puis là, je l'ai réduit à 8. J'ai gardé le poids de naissance, qui est exprimé en kilogrammes. On s'entend que plus le poids de naissance est faible, mieux c'est. Gain sevrage, plus il est élevé, mieux c'est. Le gain poste, plus il est élevé, mieux c'est. Attitude laitière. Circonférence scrotale. Les deux, plus c'est élevé, mieux c'est. Épaisseur de gras. Je vais vous laisser réfléchir là-dessus. Œil de l'ange. Plus c'est élevé, mieux c'est. Persillage. On a des animaux persillés, mieux c'est. Est-ce qu'on peut te poser une question? Tu peux essayer de poser. Le producteur commercial Frédéric garde ses gélistes. Est-ce qu'il veut faire de l'élevage? Est-ce qu'il vend ses œufs? Ça fait partie de ma réponse. Ça devrait faire partie de la note aussi. Je ne suis pas mettre dans des dards. T'as scrappé ma diapo. Désolé. Fait que ça, c'est ma liste 1. Vous avez-tu besoin de plus de temps ou vite de même vous êtes fait une petite idée, puis on peut passer. Fait que la deuxième liste, je suis revenu avec le même taureau D, avec les mêmes valeurs génétiques. Puis j'en ai rajouté 3 autres. C'est des taureaux réels que je me suis promené dans une liste de taureaux avec les valeurs génétiques. Puis c'est sûr que tantôt je vais revenir, puis on va voir l'ISée au bout comme dernière valeur, puis on va faire le suivi avec la question de Zudovic. Fait qu'on peut continuer. Donc, indice de sélection économique, c'est des notions qui datent de 1940. Méthode de sélection multi-caractère, méthode de sélection sur valeur génétique, il y en existe d'autres. Les autres, c'est en tandem puis à seuil indépendant. Mais la seule ou la meilleure reconnue, c'est les indices de sélection économique. Il y a 3 composantes qu'on considère lorsqu'on détermine un indice de sélection économique, lorsqu'on détermine l'importance relative des caractères à l'intérieur d'un indice. Les 3 composantes sont, c'est assez logique, c'est la valeur économique des caractères, c'est clair. Plus le caractère est payant pour l'ensemble de la filière, plus on doit y accorder de l'importance. Par exemple, pour le sevrage, c'est assez facile. Si tu prends le prix du veau au sevrage, en moyenne, ça peut être 1 $ la livre ou un peu plus, peu importe. Le deuxième caractère, une composante à considérer, c'est l'héritabilité des caractères. Supposons que tu aurais 2 caractères qui auraient la même importance économique. Bien, pensez-y, on aurait avantage de travailler sur le caractère qui est plus héritable, qu'on est capable de faire un progrès génétique plus rapide, parce qu'on va faire un retour économique beaucoup plus rapide. Fait que ça, c'est une autre composante qu'on doit considérer. Plus le caractère est héritable, plus on va y accorder de l'importance, parce qu'on sait qu'on va pouvoir l'améliorer plus rapidement. Le troisième caractère, c'est les corrélations génétiques et phénotypiques. Ça veut dire que c'est un caractère, oui, il va avoir un impact économique sur la production, mais s'il est corrélé avec un autre caractère qui a un impact négatif, il faut le considérer lorsqu'on utilise, lorsqu'on considère, lorsqu'on détermine l'importance relative des caractères dans un indice. Vous savez que l'indice de sélection économique, c'est utilisé dans pratiquement toutes les espèces, incluant la production bovine. J'aurais pu faire l'exemple en bovin boucherie, comme là j'ai fait l'exemple plus sur les autres espèces. Fait que le CEPA, il utilise 3 indices, l'indice de sélection croissance, sélection terminale, sélection maternelle. CDPQ, on travaille avec l'indice paternel
en Duroc, l'indice maternel, en Yorkshire Landrace. Puis vous savez que dans le bovin laitier, il y a des PV, qui est bâti à partir de 3 indices. L'indice production, l'indice durabilité, puis l'indice santé-fertilité. Fait que dans le bovin de boucherie, peut-être même certains parmi vous sont plus connaissants là-dessus, c'est que ça soit en France, ils utilisent beaucoup les indices, ils appellent ça des index. C'est la même notion. Puis dans les associations de races aussi, on voit apparaître les indices de plus en plus. Encore une fois, c'est un outil pour aider les éleveurs ou les producteurs commerciaux à sélectionner des sujets en considérant plusieurs valeurs génétiques sur plusieurs caractères. C'est pour ça qu'on est arrivé au PATBQ avec un indice de sélection économique pour vous aider à faire de la sélection multicaractère. Puis l'idée, ça a été de prendre l'indice qui avait été développé par BIOS. Ça, on a fait un bon bout de chemin du travail pour voir est-ce que cet indice-là s'adaptait bien, aux conditions du Québec. Puis ce qu'on a remarqué, je pense que certains parmi vous le savent très bien aussi, c'est que les conditions de l'Ontario versus les conditions du Québec, il n'y a pas de grande différence. Fait que l'indice qu'on a remarqué, c'est que ça s'applique très très bien. Donc on avait l'avantage de commencer à travailler avec cet indice-là. C'est une équation, dans le fond, de profit qui simule un système de production. Ça a été développé par des chercheurs de Guelph, par Wilton, puis plusieurs de ses étudiants. Ça vise un marché de viande maigre, la viande classée, les carcasses classées 2A. C'est des carcasses qui visent un poids à peu près entre 775 et 900 livres. C'est un modèle, que je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard, qui se dit non linéaire. C'est principalement à cause de l'épaisseur de gras. Je reviens un petit peu plus tard là-dessus, je vais essayer de bien expliquer le concept. Fait qu'un indice, c'est une seule valeur qui nous donne un indicateur, une indication du potentiel génétique de l'animal. Nous autres, l'ISE, il est calculé à partir de 8 ABC. C'est les 8 ABC que je vous ai présentés tantôt. Puis c'est mis à jour, à partir du moment qu'un taureau va avoir une valeur génétique, l'ISE va être mis à jour à chaque évaluation génétique. Fait que Roger, on s'attend que ça soit disponible à partir de janvier. Puis on veut que l'ISE soit produit aussi sur les taureaux lorsqu'ils vont être évalués dans les centres d'élevage bovin multisources. La façon qu'on va le rendre disponible, ça va être sur les centiles. On va avoir les centiles intra- et interraces. C'est pour ça que j'ai pris le temps de bien expliquer les notions d'ABC et de PD. Fait que quelqu'un va pouvoir dire comment le taureau se compare par rapport à l'ensemble des taureaux, peu importe la race, ou comment le taureau se compare à l'intérieur de sa race. Tout dépendant s'il utilise les centiles intra- ou interraces. Puis l'ISE s'exprime sur base mobile, c'est-à-dire la moyenne de 50 d'un centile. Ça correspond au sujet évalué lors des 3 dernières années. Comme je vous disais tantôt, c'est ce qu'on s'attend que ça soit, mais il va peut-être y avoir des modifications, puis Roger va venir informer. La notion de centile, je reviens là-dessus rapidement, mais un centile 1, ça veut dire que tu te situes dans le 1% supérieur. Un centile de 50, comme je vous disais tantôt, c'est la moyenne, tu es dans le 50%. Puis un centile de 99, c'est vraiment pas ce que tu souhaites. Disponible pour les taureaux PATBQ. Qu'est-ce que ça prend pour qu'un taureau ait un indice de sélection économique? Mais ça y prend des EPD, des ABC pour les 8 caractères. Ça prend une certaine précision pour ces EPD, ABC-là. Pour obtenir cette précision-là, il faut peut-être des mesures de performance sur l'animal. Si le taureau est évalué en station, vous avez vu les caractères, il y a entre autres les mesures d'épaisseur de gras, surface avec de longe, persillage, ça va prendre des mesures de ces 3 caractères-là. Oui? Puis s'ils sont évalués à domicile et ils n'ont pas ces données-là? Ils n'auront pas d'ISE, ils n'auront pas d'indice de sélection économique. Mis à part qu'il y a des descendants qui sont produits avec le temps. Donc, ces descendants-là sont mesurés. Fait que là, ils vont obtenir une certaine précision au niveau de ces caractères-là. Après ça, ils vont
ils vont obtenir une valeur génétique. Ça fait que, Il n'y a pas un bug, là? Ben, je sais pas, je parle personnellement, parce que j'ai un éleveur qui fait une station à domicile parce qu'il y a un africain qu'un dans mon fond. Puis il dit, regardez pour les innovations ultrasons, ça a un certain coût que, en tout cas, il y a plus de quoi le faire. Mais il ne pourra pas avoir son visée parce qu'il n'y aura pas ces données-là. Mais est-ce que, je sais pas, Pour y revenir tout à l'heure, mais les mesures ultrasons, cette année, sont 100% subventionnés. Ça coûte absolument rien à faire. ah ouais. J'ai vu plusieurs mains levées là-dessus. Sachant ce qui s'en vient, j'aimerais que tu y ailles jusqu'à la présentation des mesures brutes qui contribuent à l'ICI. Après ça, on va prendre des questions. Non, continue dans ta présentation, on reviendra avec des discussions, peut-être pour avoir des questions qui vont être répondues dans la prochaine diapo qui s'en vient. juste en revenir aussi sur un de tes points. Fait que cette diapo-là, c'est l'importance économique relative des caractères dans l'ISée. Ça revient un petit peu à ma diapo ici, là, c'est, excusez-moi, sur les composantes à considérer pour déterminer l'importance relative des caractères dans un indice. Fait que l'héritabilité, la valeur économique. Fait que, tu sais, il faut comprendre un peu, parce que là, vous allez voir une valeur en rang centile, puis là, vous devez, je pense que le conseiller Bovie Expert, là, ça va être le lien avec le producteur là, pour lui expliquer d'où provient cette valeur-là. Puis la meilleure façon de le comprendre, c'est vraiment les pointes de table. Ça fait qu'on a pris les 8 caractères, on a dit quelle importance que ça prend à l'intérieur de l'indice. Fait que le premier caractère en importance, c'est le gain post-sevrage, qui a une importance de 32 %. Le deuxième caractère, c'est, voyons, c'est l'œil de l'ange à 28 %. Fait que juste Bernard, venir dans une de tes questions, c'est 28 % de l'indice provient de l'œil de l'ange. Si on ne mesure pas le caractère, si on n'a pas quelque chose de précis au niveau de l'œil de l'ange, ça ne voudra pas dire grand-chose. Je ne savais pas que c'était gratuit. La question, pas gratuit, mais j'imagine qu'il va. Pensez à la logique aussi, là, on travaille sur, c'est un système de production dans son ensemble. Qu'est-ce qu'on a besoin de produire? C'est de la viande. Fait que pour produire de la viande, gain post-sevrage, surface d'œil de l'ongle, c'est 2 caractères là, vraiment majeurs. Oui. Est-ce qu'il y a une grosse variation entre l'ISée en station et l'ISée une fois que les descendants arrivent? Est-ce qu'ils peuvent rentrer dans le calcul en réalité parce qu'il doit y avoir une certaine variation? Il y a certaines variations attendues, mais je te dirais qu'elle n'est pas si grande que ça. S'il y a une bonne évaluation en station avec un bon groupe contemporain, normalement, les descendants devraient simplement confirmer la valeur génétique du taureau. Ça ne devrait pas varier tant que ça. Si ça varie beaucoup, ça veut dire que il y avait peut-être une mauvaise évaluation faite en station à cause que le groupe contemporain était plus petit, ou on avait des surprises au niveau de certains caractères. Pas de naissance, on était plus ou moins sûr à cause qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres informations disponibles. Tu avais des questions? Moi, j'avais déjà 2-3 questions d'avance. Je croyais que je savais son polo, non? C'est sûr que là, au début du partiage, tu l'as inclus là-dedans. Je sais que dans la pratique, dans certains cas, c'est positif, dans certains cas, c'est négatif. Là, je sais que tu l'as rappelé, je ne sais pas pourquoi. C'est-tu à cause du marché international ou c'est pour dans un contexte québécois nord-américain? C'est dans quel contexte on a dit ça allait montrer? C'est-tu positif ou négatif? De quelle façon? Là, il y a une grosse question là-dessus, c'est partial. Mais là-dessus, Christian, tu parles vraiment du persillage ou du gras dorsal? Persillage, parce que le persillage est mesuré avec les appareils en pourcentage de gras intramusculaire. Oui, c'est ça, mais est-ce qu'on est intéressant d'en voir beaucoup, un petit peu, pas beaucoup, c'est quel niveau? Parce que quand on a gros, ça peut être négatif selon le type de marché. Ça peut être positif dans d'autres types de marché. C'est pour ça que je dis, là, comment dans un indice global, c'est complexe. Ça, c'est une première question. La première notion que tu soulèves qui est importante, c'est qu'on ne développe pas un indice pour tous les marchés. On essaie de dire, OK, c'est quoi le marché principal? On définit l'indice pour ce marché-là. Puis il faut vivre avec. Puis dans ce marché-là qu'on a défini, ce
qui était en Ontario, puis qu'on pense qu'il est valide au Québec, puis on s'en est fait confirmer, c'est qu'il semble y avoir un avantage à avoir plus de persillage. On n'aurait pu mettre aucun gros persillage, mais il ne faut pas oublier que la sélection qu'on fait aujourd'hui, c'est pour des sujets qu'on va vendre dans 5 ans, dans 10 ans. Puis on pense que le persillage va prendre de l'importance, puis que c'est bien de préserver un 10 Ben, parce que mon avis, c'est que c'est peut-être l'inverse. Actuellement, c'est une belle importance, ça commence à diminuer. Il dit, oui, les gens regardent un petit peu, mais il ne faut pas trop l'avoir. C'est tout à l'inverse. Regarde ce qui se passe aux États-Unis, c'est un petit peu de même. C'est une critique que j'apporte sur ce point-là. Je ne sais pas comment c'est le pourcentage. Mais c'est bien de le savoir, puis ça peut s'appliquer dans plein d'autres scénarios. C'est-à-dire, tu as un producteur ou un groupe de producteurs qui travaille, que lui veut une viande maigre et pas persillée, c'est son marché. Mais lui, il faut qu'il comprenne que quand il regarde l'indice de sélection économique, mais nous, on a mis une importance de 10 % puis qu'on veut augmenter la quantité de persillage. Fait que peut-être que l'indice n'est pas bien adapté à son marché. De toute façon, demain matin, le marché change complètement, puis quand on parle de persillage, puis c'est sûr certain que Bayo vont ajouter des pourcentages en fonction du marché. Là, présentement, ils l'ont ajouté comme ça parce qu'ils pensent que la majorité du marché, c'est les pourcentages qui devraient payer. C'est justement pour ça qu'il faut être prudent de ce genre de choses-là. Tu sais, les indices de gain, tout ça, c'est sûr que dans le temps, ça ne change pas grand-chose. On a toujours besoin d'avoir du bien et de l'efficacité alimentaire. Le persillage, il y a des indices de marché, c'est souvent ponctuel, c'est souvent aléatoire selon le type d'industrie. C'est pour ça que je suis là, en tout cas, moi, j'ai beaucoup de réticence. Mais c'est moins inquiétant parce qu'il est relié à la surface de l'orange. Si la surface de l'orange, on veut l'avoir la plus grande possible, s'il y a un peu de persillage, c'est moins inquiétant que s'il y avait le persillage sur le La surface de l'orange. On risque moins de se ramasser avec des paquets. C'est peut-être la même question, mais il faut en avoir beaucoup, pas beaucoup. Parce que normalement, quand il y a un petit peu, c'est bon parce que la carcasse se conserve bien. Si il y en a trop, c'est le rendement en viande qui diminue. Pour ça, il faut faire bien attention à ces choses. L'autre élément, là, c'est de faire réaliser l'efficacité économique pour les taureaux. Est-ce que tu as étudié en parallèle un indice pour les femelles? Parce que ça va être un peu différent des femelles. Est-ce que tu as regardé ça? C'est un très bon point. Au départ, on aurait aimé ça l'intégrer, puis arriver aussi avec un indice de sélection chez les femelles. Mais on pense qu'on devrait arriver tout d'abord avec une notion chez les taureaux, de la faire accepter, de la faire utiliser, puis après ça, arriver à quelque chose avec les femelles. Pour les femelles, il manque des nouveaux caractères aussi. On n'a pas beaucoup de caractères maternels. Donc, ça serait bien d'avoir plus de caractères maternels pour les femelles. Fait qu'on pense qu'en développant des nouveaux caractères pour les femelles, on pourrait arriver aussi avec un indice de sélection pour les femelles. Il y avait Audrey qui avait une question aussi. Moi, ma question, c'est, tu sais, tantôt, quand la question que vous avez posée, c'était l'apport économique que ça va porter aux producteurs. Par exemple, un producteur d'eau d'embauche, ben, dans le fond, ce critère-là, c'est pas nécessairement pour les profits à la ferme. Ben, c'est parce que après ça, c'est plus les engraisseurs qui vont voir au niveau du persillage, tout ça. C'est une excellente question. Tout ce que tu dis, tu as raison. Je vais juste revenir sur mon exemple ici. Tu dis, attends un peu, là, moi je conseille un producteur commercial, il fait du vache-veau. Pourquoi je regarderais le gain post-sevrage? Pourquoi je regarderais le persillage? Pourquoi je regarderais l'œil de l'ange? Lui, il va se faire payer sur le gain au sevrage, entre autres. Puis c'est important pour lui d'avoir des bons poids de naissance, d'avoir des tares, des vaches qui vont produire beaucoup de lait. C'est ça un peu ta question? Ce qui est difficile là-dessus, je vais essayer de donner une belle réponse. Ce qui est difficile, c'est que, supposons qu'on y va comme tu dis, OK? On développe un indice seulement pour producteurs vaches-veaux. On s'enligne comme ça au Québec. Hypothétiquement, ce qu'on pourrait se retrouver dans 5 ans, dans 10 ans d'ici, c'est de dire, bien, les acheteurs de veaux, ils diraient, bien voyons, c'est quoi qui se passe avec les veaux du Québec? Moi, je suis plus prêt à payer autant que par le passé parce qu'il n'y a pas de gain, il n'y a pas de viande, ils ne sont pas persillés. Moi, je perds de l'argent. Quand on développe des indices, on n'a pas le choix de le faire pour l'ensemble de la filière. On a le même problème aussi en production porcine. Lorsqu'on développe des indices, les producteurs, des fois, ils disent, bien, pensez pas à l'abattoir, à la qualité de viande, à la qualité de la carcasse. C'est pas important pour nous autres, on n'est pas payés là-dessus. Mais nous autres, on dit, non, vous êtes payés là-dessus. C'est juste que, oui, le système actuel ne permet pas le paiement à sa juste valeur, mais peut-être avec les années, il va y avoir un rattrapage. C'est pour ça qu'on n'a pas le choix de le voir dans son ensemble.
c'est sûr que c'est pas évident quand tu donnes un conseil. Chef, il y a une question. Ouais, ben en fin de compte, c'est un peu justement par rapport à l'importance économique relative à différents caractères. Ça rejoint un peu ce que Audrey disait. Parce que on voit qu'il y a à peu près 70% de l'indice économique qui concerne peut-être plus, en guillemets, la filière paternelle ou la filière viande, c'est persillage, le gain, etc. Ça veut dire qu'il reste à peu près 30% qui est peut-être plus relié à l'aspect maternel. Ça fait que c'est pour ça que l'importance économique chez les races dites en guillemets maternelles, on se perd un peu là-dedans. Moi, mais c'est mon opinion. C'est sûr, tout ce que vous dites est tout à fait pertinent. Quand on a commencé le dossier, discuter avec CDPQ et une discussion aussi avec Bayo, on avait une question de choix à un moment donné. Indice terminal, indice maternel, indice femelle, la même chose. Et tout ça était pris en compte. Et finalement, lorsqu'on a avancé, et pour question de débuter quelque part, on sait, avec les discussions, c'est coller à l'expérience Bayo et aux façons de faire Bayo, qui ont des indices Bayo-dollar depuis plus de 10 ans. Il y en avait 2 qui sont allés vers un. Et qu'on s'est collé avec ça et on leur a demandé des adaptations et des ajustements pour répondre à nos besoins. Parce que les autres, leurs indices Bayo-dollar, ils le faisaient strictement et exclusivement pour les mâles qui passaient dans leur station. Et là, ils sont dans le contrat qu'on a avec eux, ils adaptent pour avoir une population plus large, c'est-à-dire avoir des indices aussi pour des sujets qui ont des descendants avec un indice, donc, par exemple, le taureau d'insémination, dont des ajustements de modèle, il y a encore des précisions, mais on va avoir plus que ce qu'ils offraient. C'est un défi pour eux, et c'est une nouveauté pour nous, mais tout ce que vous dites, puis je suis content que ça sorte, on parle plus d'un indice économique terminal à ce stade-ci, il faut bien le prévoir, le reconnaître. Compléter ça revient mon commentaire du début, parce que j'ai demandé des indices femelles, parce qu'il va falloir, si on s'en va beaucoup d'interroutes dans les indices terminales qui favorisent la fin de la filière, il faut penser au début de la filière, il faut prendre des indices maternels, parce que les veaux qui viennent au monde, ça prend de la rusticité, ça prend ci, ça prend ça, parce qu'on voit c'est très terminal. Je pense qu'il va falloir assez rapidement développer un autre indice de sélection économique pour les femelles. Les femelles, on sélectionnera pour des caractères vraiment femelles, puis les veaux viennent au monde, qui restent en vie, les taureaux, c'est pour la dégaine. Je pense que ça va être précis d'avoir l'autre indice pour envoyer l'autre partie, parce que là, on s'en va sur un côté. Avec ça, là, on s'en va s'il y a une tendance particulière. Oui. Peux-tu répéter tout à l'heure pourquoi on ne peut pas avoir de ISC pour les taureaux évalués à la ferme si toutes les mesures de tous ces caractères-là sont disponibles? Si toutes les mesures sont prises à la ferme, on a un ISE à la ferme. Parce que j'avais cru comprendre le contraire. C'est s'ils ne avaient pas les mesures à la ferme. Ils vont être disponibles. Oui. C'est la beauté justement d'un programme d'évaluation génétique ou l'ISE, c'est que là, tu es capable d'avoir sur une même base de comparaison à la ferme versus mais j'amènerais un détail extrêmement important. Il ne faut pas oublier la notion de groupe contemporain à la ferme. Là. Donc, tes nombres de 5 et plus de survivants mesurés en poste sont importants à savoir pour qu'il y ait des calculs d'EPD et d'ABC. Si tu mesures un seul animal, il est hors groupe, donc il n'y aura pas de contribution, il va tomber comme s'il n'avait carrément pas été mesuré. La notion de groupe est toujours là, elle est fondamentale. Question complémentaire. Y a-t-il un minimum de répétabilité que tu vas considérer pour pouvoir appliquer tes formules? Oui, c'est pour ça qu'on embarque avec la notion que ça prend la mesure de la performance ou un certain nombre de descendants. Parce que quand tu as une mesure de performance, tu atteins un minimum de répétabilité qui te permet de calculer l'indice. C'est vraiment cette notion-là qui est mise en application. Si je reviens sur les pointes de tact, fait que le gain poste 32, œil de longe 28. Fait que là, on sait qu'on a déjà un 60% de l'indice. C'est les deux gros morceaux. Je vous
dirais on serait à 90%, il y a 3 autres portions d'à peu près 10%, qui est le poids à la naissance, qui est négatif. Un guess, quelqu'un, pourquoi qui est négatif? Pour le baisser. Là. Plus le poids de naissance est faible, mieux c'est pour ça que plus on l'a mis négatif. L'autre, c'est il y a le persillage à 10%, puis à 9%, il y a le gain de naissance, sevrage. Les autres qui sont mineurs, aptitude laitière, circonférence scrotale, puis je reviendrai un petit peu plus tard sur l'épaisseur de gras dorsal qui est à 2%. Et lui, il embarque dans la catégorie. Pourquoi que le modèle est non linéaire? Je vais m'essayer de réexpliquer cette diapo-là que j'ai beaucoup de difficultés. Fait que le modèle, il est non linéaire. Quand on dit qu'il est linéaire, dans le fond, c'est que peu importe le niveau génétique des sujets ou de la moyenne des sujets d'une race, on accorde toujours la même importance au caractère. Quand le modèle est non linéaire, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est... Le meilleur exemple, c'est pour l'épaisseur de gras dorsal, puis le modèle, il est pratiquement non linéaire seulement pour ce caractère-là. C'est pas vrai dans les faits, mais en tout cas, le gain post-sevrage est non linéaire, mais l'impact est très faible. Ça fait que pour l'épaisseur de gras dorsal, ce que le modèle dit, c'est qu'il y a un optimum à obtenir. Puis pour vous le démontrer, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé l'importance relative des caractères de lysée lorsque tu prends la moyenne des taureaux charolais, qui est une race qui est assez maigre dans le fond, parce que l'épaisseur de gras est assez faible. Puis ce qu'on remarque au niveau de la moyenne des taureaux charolais, c'est qu'au niveau de lysée, l'épaisseur de gras prend une certaine importance, 7%, puis que c'est positif. C'est-à-dire, pour le charolais, tu as vraiment avantage à ce que les charolais soient un petit peu plus gras, parce que les valeurs sont trop négatives au niveau de l'épaisseur de gras. C'est comme ça que l'indice fonctionne. Puis pour la moyenne des taureaux Angus, qui est une race qui est beaucoup plus grasse, vous voyez, il y a un signe négatif, puis c'est un moins 2%. Fait que l'importance relative est très faible, puis ce qu'on veut pour les taureaux Angus, c'est réduire un petit peu l'épaisseur de gras. C'est comme ça que fonctionne l'indice. Il s'adapte au niveau d'épaisseur de gras des différents taureaux. Oui, question? Oui, une autre petite question, l'interrogation de l'inquiétude, il faut répondre. Est-ce que tu as regardé la possibilité d'uniformiser les races avec une chose comme ça? Là, on met du positif, du négatif, est-ce qu'on s'en allait vers une uniformité? Les Angus vont donner comme les Charolais un peu comme les Angus. C'est une question supplémentaire. Je n'ai pas de réponse, mais je me demande si tu as réfléchi un petit peu à ça. C'est ce que tu mentionnes, c'est toujours en tout cas une réserve que j'ai moi personnellement quand on travaille avec les ABC. Les ABC, c'est toutes les races, incluant des croisés, sont dans une même population. C'est une forme de danger qu'on sélectionne toutes les races un peu dans la même direction. Mais on sait que dans la production bovine, les changements ne sont pas extrêmement rapides. Mais d'où, moi, j'aime bien travailler avec les deux échelles, les ABC et aussi les EPD. Puis Frédéric l'a évoqué tout à l'heure. Les EPD, tu es dans la race, puis des fois, il y a des races qui ont des caractéristiques différentes des autres pour certains caractères. Donc, des fois, le travail avec les deux est important. L'effet dans 40, 50 ans, je pense que pour grand monde peuvent le répondre aujourd'hui, mais le questionnement que tu poses, je pense qu'il faut l'avoir comme préoccupation. Présentement, on a un marché de viande, de masse, donc les classements de la viande vont dans une direction et on essaye d'arriver à des recommandations pour que les producteurs qui visent le marché de masse puissent faire du profit. C'est un peu l'objectif. Mais la mise en garde, je pense qu'il ne faut quand même pas le perdre de vue. Marie-Christine? C'est un peu mon commentaire complémentaire à Christiane. Je regarde ça et je me dis la complémentarité des races dans quelques années, ça risque de plus influencer trop. Là. Si je veux dire, on serait pas mieux d'avoir un indice pour chacune des races puis vraiment définir dans
dans chaque race, qu'est-ce qu'on est mieux de sélectionner. Par exemple, le Charolais, si on veut de la fesse et de la viande maigre, on continue là-dessus, puis l'Angus, on s'arrange pour qu'il y ait plus de gras. Puis quand on veut un mix des deux, on mixe les deux races. Je trouve ça intéressant le débat. Dans un, y a-t-il plusieurs marchés? Selon moi, selon les marchés, il devrait y avoir peut-être un indice par marché. Peut-être pas nécessairement un indice par race, mais un indice par marché. La deuxième notion qu'on ne sait pas encore comment ça va s'enligner en production bovine, c'est est-ce qu'on va y aller justement avec un système de croisement. On va avoir des races qui sont vraiment plus maternelles. On va produire après ça des tares qui sont une F1 dans le fond. Un croisé entre deux races maternelles, puis arriver avec un taureau qui, lui, est vraiment plus spécialisé paternel. Je pense pas que ce modèle-là est nécessairement en train de se mettre. Je pense que là-dessus, ça avait eu déjà plusieurs études. Dans mon étude, déjà c'était qu'avec ce modèle-là, on favorisait l'alcalide aussi. Si ce modèle-là se met en place, ça demande le développement d'indices spécialisés. C'est clair. C'est clair. C'est clair. On est pas mal là-dedans. Mais si ce modèle-là se met en place, ça prend vraiment des indices qui sont. Puis on l'a souligné au niveau de la question lorsqu'on a fait la consultation. Est-ce qu'on y va vers des indices maternels et des indices paternels? Puis la réponse a été plus de dire on va y aller avec un indice global, puisqu'ici c'est plus un système peut-être en rotation, en croisement, où, comme vous dites, c'est des races qui sont vraiment plus développées de façon complémentaire, mais la complémentarité est à l'intérieur de la race, à la fois les caractères maternels et à la fois les caractères paternels. C'est ce que vise l'indice. Parce que tu m'as parlé tantôt, tu parlais de marché, il y a bien qu'un marché. Effectivement, en Amérique du Nord, il y a plus de marché. Il y a les marchés d'exportation qui est traditionnel en Asie, puis là-bas, bien du partiel. Mais même à l'intérieur de l'Amérique du Nord, le centre de l'Amérique du Nord va avoir du triple A, du partiel, beaucoup. Et ce qui est dans les extrêmes, par exemple la Californie puis l'État de New York, ils veulent avoir des viandes un peu comme au Québec, là, légèrement persillées. Il y a vraiment deux types de marchés dans l'Amérique du Nord. C'est pour ça que je vous fais faire belle attention quand on regarde ça, pour essayer d'uniformiser. On s'en va dans une tendance, on enligne nos animaux vers un bord, d'un coup, le marché, là, les gens se réveillent, là, il faut virer de bord, et là, ça prend un virant à 90 degrés. C'est pas facile, là. C'est pour ça qu'il faut faire bien attention. Mais même si tu as 2-3 indices qui répondent à tous les marchés, ça n'empêchera pas que le marché va partir d'un bord pour aller de l'autre. Si tu as fait ta sélection sur un type de marché avec un type d'indice, tu vas t'avoir différents. Là, actuellement, on favorise un type de marché, on s'en va sur le gras, sur le passage, les choses. Il faut faire attention. C'est là-dessus, le reste, il me semble bien correct. Là. Je pense qu'à un début, il faut commencer à quelque part. Non, mais je pense que c'est intéressant. Il y a des mises en garde, puis j'ai des réticences quand même. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Frédéric est ici, c'est pour ça qu'on échange entre nous, pour mettre tout le monde en garde et au diapason aussi là-dessus. Si vous regardez déjà avec lycée, c'est sûr qu'on c'est plus focusé, on dirait, terminal, mais il y a déjà un peu, avec les contributions, modèles non linéaires, une certaine contribution par race. On y va déjà un petit peu dans cette approche-là. Regardez le gras, c'est un exemple que d'une race à l'autre, il peut y avoir des contributions qui diffèrent un peu, justement pour une forme de nuance, un peu une amorce de nuance par race. C'est sûr que dans le moyen et le long terme, peut-être qu'il y aura des indices spécifiques à chacune des races, mais aujourd'hui, au moment où on se parle, on n'est pas encore rendu là dans le bœuf, il faut commencer. Je regarde le temps parce que Daniel Francis m'a demandé de gérer le temps. Je pense que c'est la pièce maîtresse des présentations de ce matin. Elle est ici. Je ne voudrais pas brimer Frédéric, mais je pense que ses collègues vont tout le monde perdre 5 minutes. Là. On sacrifie la cause. On va couvrir celle-là amplement. On prendra peut-être la pause après, puis Germain, puis Mélanie, puis Jean-Paul, on va vous squeezer, puis tu peux faire ça dans le temps, parce que ça, c'est une problématique avec Germain. Et qu'on y va là-dessus. Il y avait-tu d'autres... J'ai une autre question. Est-ce que tu as dit tantôt que ce genre de système-là, ce genre d'indice-là, lisé, avec un système de F1 puis croisement terminal difficilement applicable? Ouais. Je pense qu'il donne une orientation globale, mais c'est sûr que c'est pas développé. Cet indice-là, comme on le voit tout de suite, les proportions, c'est pas un indice pour développer des races maternelles. C'est clair. Au niveau paternel,
c'est pas si pire que ça. Parce qu'au niveau paternel, on a accordé une faible importance au niveau de l'aptitude laitière, une faible importance au gain jusqu'au. Excusez-moi. Il y a circonférence scrotale qui serait peut-être des caractères plus maternels, l'aptitude laitière, ça fait on a accordé très peu d'importance. Au niveau paternel, je pense que ça fait un bon travail. Au niveau maternel, c'est sûr que c'est pas le type d'indice. Nous autres, comme conseillers, on fait beaucoup affaire avec des entreprises de vache-veau. Les recommandations, pas qu'on nous dit, mais qu'on nous recommande fortement, c'est d'y aller avec un système de F1 puis de croisement terminal pour répondre aux besoins du marché. Ouais, mais avec un indice de même, ça ne peut pas réellement répondre. Excuse-moi, pour le choix de ton taureau terminal, oui. Ouais. Pour le choix des croisements maternels pour faire des F1, c'est ça, tu as un producteur que lui fait de la femelle F1, puis il veut se servir de son indice de sélection pour trouver des taureaux pour produire des femelles F1. Non, pas cet indice-là, c'est clair. C'est clair. Mais 80% des producteurs, c'est le producteur de jour. 80% des producteurs. Tu sais, le gros marché, quand même, c'est l'abattoir, j'imagine. C'est pas tout le monde qui est orienté vers l'abattoir. Parce que d'entrée de jeu, tu as mentionné tantôt, tu as ouvert avec A20, tu l'as dit que dans le vin, il y a un indice maternel, il y a un indice croissance, il y a un indice terminal. Dans le porcin, il y a un paternel et un maternel. Dans le laitier, IPV combine des caractères qu'on peut parler de production et de durabilité, mais là, on arrive avec un compromis dans les bovins qui n'habille pas nécessairement tout le monde. Puis les commentaires qu'on a ici, moi j'ai des réticences aussi personnellement, mais on peut les justifier. Puis, si on le vend aux gens, puis en disant que c'est l'indice, mais qu'on ne donne pas le mode d'emploi, qu'il faut faire attention à ça ou à ça, il va devenir comme l'indice magique qu'on va vouloir utiliser en pensant de faire du gain pour maternel, mais on n'en fera pas. Non, mais il vient avec un mode d'emploi, il faut donner le mode d'emploi. Le mode d'emploi, s'il n'est pas là, puis que on ne peut pas présumer que tout le monde va l'avoir dans sa petite poche, le mode d'emploi. Je vais revenir juste pour essayer de terminer. Voici, on va terminer. Je vais essayer de terminer la présentation rapidement. C'est que le mode d'emploi, puis je pense que la façon qu'il faut le percevoir, c'est que c'est une valeur de référence qui permet un premier tri des animaux reproducteurs. Encore une fois, vous partez de 8, 12 caractères, que c'est peut-être pas évident de classer les taureaux, puis vous comprenez un peu comment que cet indice-là est bâti. Ça fait que dans certains cas, ça s'applique bien, peut-être dans certains cas, ça ne s'applique pas. Mais ça donne un premier trait des animaux. Il faut commencer. Avant, on n'avait pas d'indice. Je pense que c'est un outil de plus dans sa boîte à outils, que dans certains cas, ça peut bien s'appliquer. Puis c'est comme ça qu'il faut voir. Puis oui, je suis d'accord avec vous, dans le temps, ça prendrait des indices plus adaptés pour des sélections ou des contextes plus particuliers. Fait que, comme une fois aussi qui a été mentionné, l'ISée ne représente pas le modèle de production de tous les éleveurs de bovins. C'est ce que Christian semblait mentionner par ses commentaires, puis il a raison. Fait qu'une valeur de référence qui peut s'avérer payante pour certains producteurs, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Puis à partir de janvier, il va falloir se donner une certaine période pour se familiariser avec ces valeurs-là. Ça fait que, oui. Oui, mais Frédéric, c'est l'avant-variante diapositive. Oui, j'aimerais ça qu'il y ait quelque chose. Le premier est annoncé, au lieu d'avoir un négatif, d'avoir un positif. Disons, l'indice de sélection économique s'adapte à un modèle de production type terminal. Au lieu de dire la négation, le cerveau ne retient pas le négatif, il retient le positif. C'est qu'il faudrait peut-être plus convertir ça dans un modèle plus positif en disant sur quoi ça s'applique. Le taureau terminal, non de vache terminale. Parce qu'il faut avoir des vaches terminales, mais les vaches terminales doivent aussi veiller et survivre les veaux. Oui, mais c'est un peu ça que je Il faut faire attention dans le marché parce que les autres, on va savoir comment ça fonctionne, on va se mettre dans quoi. Les éleveurs vont bien utiliser l'outil. C'est l'outil magique, c'est ce qu'ils disaient tantôt. Il faut faire attention pour que ça devienne l'outil magique. Puis qu'à mon avis, ils vont tout vendre des taureaux parce qu'ils ont une idée bien supérieure. Ils vont pouvoir. Il est là dans le jeu. Il ne faut pas enlever la valeur du travail qui a été fait. On comprend. Les contraintes. Je pense que c'est un début. Juste si je peux me permettre, oui, pour finir, parce qu'on avait fait un petit exercice. Ça fait que vous les avez, les valeurs de visée complètement à droite, OK? Puis qu'est-ce que ça donnait la première liste? C'était le taureau D lui situait dans le 9% supérieur. Lui, il était vraiment
meilleur par rapport au C, par rapport au B, par rapport au A. Puis moi, je l'avais apporté d'une autre façon, encore une fois, que ça permet un premier tri des taureaux. Ça amenait la question de M. Doré, c'est que le taureau D, si vous regardez, mais c'est clair que c'est un taureau exceptionnel pour le gain post-sevrage, à 32 d'importance dans l'indice, à 18,4. Il est exceptionnel pour la surface d'œil de l'ange, 27 dans l'indice, à 6,05. Ça fait que lui, là, d'être très positif pour le poids de naissance, c'est sûr que ça n'a pas un gros impact au niveau de l'indice. Fait que ce taureau-là, il est peut-être très bon. Il était peut-être très bon pour quelqu'un qui fait de la sélection génétique, qui va aller l'utiliser sur des femelles qui ont une très très bonne valeur génétique au niveau du poids de naissance. Il faut toujours être très prudent avec l'utilisation de cet indice-là. Ça permet un premier tri des animaux. Et peut-être mieux de te retrouver dans une situation comme la suivante, que tu as 4 taureaux qui sont sensiblement au même niveau de valeur d'ISée. Le producteur, il se dit, OK, là, j'ai vraiment des taureaux qui sont supérieurs. Puis après ça, tu as beaucoup de diversité au niveau des valeurs génétiques, que tu peux trouver un taureau adapté à son contexte à lui. Et encore une fois, ça permet de bien classer les taureaux, à savoir dans un certain type de production, à savoir, ben, est-ce qu'il se classe dans le 25% supérieur, est-ce qu'il se classe dans le 50% supérieur, ou est-ce que c'est un taureau qui est détériorateur par rapport à la moyenne de sa race. Mais là-dessus, Frédéric parle, c'est une combinaison de tous les caractères individuels. Les caractères sur une base individuelle sont là et vont demeurer là. C'est effectivement, là, selon l'objectif et le marché ciblé, ça va être important de regarder pour sélectionner, pour faire son plan de croisement aussi. Mais lorsqu'on va vouloir se simplifier la vie, le producteur commercial va vouloir dire, moi je suis sur le marché client, c'est un taureau vraiment terminal, il y a une information qui va s'ajouter, puis là, il faut qu'il y ait la cible et la dose correctement. Juste comme exemple de ce que je disais tantôt, parce que le taureau super intéressant pour bien les caractères. Il y en a un, si je vais marcher créneau, où j'ai des ententes particulières avec des supermarchés qui vont regarder le rendement en viande au bout de la ligne. Parce que quand on parle de filière, le rendement en viande, c'est super. Ce que tu m'as trouvé, c'est celui-là. Il est à moins 4. Il va avoir le rendement en viande inférieur. C'est juste dit qu'il faut faire attention un petit peu. Oui, mais en sélection. C'est vraiment intéressant au problème avec l'usage, comment l'analyser, parce qu'il y a des choses intéressantes. Mais en sélection génétique, il faut s'entendre que en sélection multicaractère, tu ne choisis jamais. Ça, c'est la sélection par seuil indépendant, ce que vous dites. C'est-à-dire que c'est comme si on disait, il faudrait que le taureau soit positif ou améliorateur pour tous les caractères. C'est clairement démontré que ce n'est pas la façon optimale pour faire un progrès génétique. Parce que tu peux avoir un taureau qui est exceptionnel pour un caractère, qui est légèrement négatif pour un autre, puis tu ne le sélectionneras pas seulement parce que tu as établi un seuil. Le rendement en viande, c'est beaucoup d'argent. 1 à 2 de rendement en viande à l'époque, c'est tes profits, c'est 0, ou tu doubles, ou tu divises par 2 tes profits, ou tu deviens en négatif, c'est super important. Oui, mais je donne un exemple. Il faut faire attention. C'est la même chose, la surface de l'œil de l'ombre, du gras, ça fait baisser l'œil de l'ombre. Il y a des choses comme ça, il faut faire attention. C'est pour supporter l'argumentation que je parlais tantôt, pour voir comment on s'enligne avec ces choses-là. Et pour un pan d'engraissement est intéressant, c'est pas lui qui va découper les dalles. Tu comprends? Bernard? Une question comme ça, est-ce qu'il y a des parutions prévues, mettons, au domaine du Québec pour expliquer ça, ou vous comptez juste sur nous? Sur toi, Bernard. Je pense qu'il y a vraiment cette notion à vraiment ceux qui lisent les articles, mettons, au domaine du Québec, c'est eux qui veulent faire avancer les choses, puis je pense que c'est vraiment pertinent de publiciser ça, pour qu'ils viennent nous poser des questions et non qu'on parte de zéro. Pour répondre à la question, Bernard, c'était prévu dans la parution de novembre, mais finalement, l'éditeur nous a transféré à la parution de janvier.
Donc, il va y avoir un petit texte qui va paraître dans la province du Québec de janvier sur l'IC. Sauf qu'entre vous puis moi, ça ne sera pas le même niveau. C'est ça, puis c'est pas évident d'expliquer toutes ces notions-là. Je pense que l'utilisation de ce genre d'outils-là, ça passe beaucoup. Mais au moins, nous, on parle pas de ça. Non, c'est ça. On fait notre possible aussi par Pour d'autres. moi, je ne sais pas comment ça va être à l'article dans la revue, mais une explication intermédiaire pour nous, qu'on pourrait peut-être, avec nos clients préférés, leur envoyer, leur transférer un courriel, leur expliquer davantage. Au moins, les tableaux, c'est peut-être, Michel, avant que Frédéric arrive, j'aimerais que tu nous présentes après ça en finale l'autre à l'arrière de conclusion. Michel? Ah, là, c'est correct, j'avais répondu. J'aimerais que tu mettes l'avant-dernière. Non, l'autre. Non, après, celle-là. Ouais. Vous voyez, une période d'apprentissage de lycée pour les conseillers, producteurs et l'éleveur. Effectivement, aujourd'hui, Frédéric a présenté les concepts, l'avancée qu'on fait d'une certaine manière en génétique bovine, parce qu'il y en a des indices économiques dans le lait, dans le porc, dans le mouton. Dans le bœuf, on n'en avait pas, en tout cas intégré dans le QATPQ. C'est un premier, je vous entends qu'on est tous d'accord, il devrait en avoir d'autres. Là, c'est plus terminal, il devrait en avoir des maternelles, des femelles. C'est dans notre mire, c'est dans la mire de Bayo, mais ça a toujours un coût, un questionnement. Temps de mettre au point, temps de l'établir, de le calculer. Donc, on est allé en contrat, plus d'en sortir un premier, puis le temps de se familiariser, il pourra dans le futur peut-être en avoir d'autres. Pourquoi qu'on ne le baptise pas tout de suite, celui-là, d'appeler visée terminale? Oui, c'est ça. Ça enlèverait de la confusion, mais ça l'enlèverait déjà ou ça mettrait une mise en garde. Parce que là, tout à l'heure, vous l'avez qualifié visée terminale. Pourquoi qu'on le baptise pas? Ça va être aidé. Parce que là, ça met déjà, ça va déjà éveiller au moins les producteurs à dire, oh, il y a peut-être, c'est peut-être pas tout là. Alors que là, c'est isé, ça vient dire. Baptisons-la mesure, isé terminale, isé maternelle. Ces précisions-là, c'est bon point, on va y penser. On va revenir. C'est-à-dire qu'il va être disponible au niveau du. Il sera pas. Il va venir plus tard sur, au niveau dans le QATPQ. Il va y avoir des options que vous pouvez pouvoir travailler. Au niveau des centres d'élevage bovin, donc on va voir la mention. Marie-Christine? Juste un petit dernier commentaire, pas long. Vous direz si je suis correcte, mais moi, mettons en janvier, quand je vais partir avec ça, dans mon idée, c'est d'aller voir mes professeurs de Charolais, Limousin, race terminale plus, puis ceux qui font du commercial vraiment terminal, puis de leur dire que ça c'est bon pour eux. Mais par exemple, si j'ai un producteur de Hereford qui fait des taureaux pour faire de la Hereford plus tard, peut-être que je suis mieux de pas y en parler ou de lui dire que c'est pas pour lui. Okay. Exactement, c'est très clair. Suite aux commentaires, lorsqu'on arrive avec un éleveur cimental, puis on peut avoir autant de terminal que de maternelle au niveau des sélections des femelles et tout, on interprète ça de quelle façon? Selon l'orientation du producteur, c'est lui, il fait vraiment. S'il veut rester seulement dans une production, un mélange des deux, parce que l'indice de la façon qu'il est bâti, il est prévu là-dessus. Là, c'est 80% des veaux s'en vont tous à l'abattoir, puis il y a un petit 20% qui est gardé pour la reproduction. Il peut l'utiliser. Mais s'il se spécialise vraiment en production de femelles, non, c'est pas. Il y a une question, est-ce que c'est possible d'avoir cette présentation-là? Oui, bien sûr. Elle est disponible à tous. Là. Ça va être sur YouTube dans pas long. Ça complète, Frédéric? Et ça complète de mon côté. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Beaucoup. 5 minutes? Pipi? Ben, on peut aller plus loin. Je laisse ça. La discrétion.
C'est bon.